Voilà, je crois que donc on peut redémarrer ce que nous avions commencé à dire. Et ne faites pas en sorte, comme je disais, que le feu qui commence à brûler en moi, qu'il ne s'éteigne pas et qu'il ne devienne cendre avant que nous n'ayons déjà commencé. Ce feu-là, j'aimerais qu'il brûle, et tant qu'il brûle en moi, j'aimerais également l'allumer en vous. Et quand je dis que ce feu sacré dont parle Hegel, qui est la philosophie, qui brûle en moi, j'aimerais qu'il brûle en vous. Cela signifie simplement que je souhaiterais véritablement que ce feu-là qui brûle sans cesse depuis plus de 30 ans en moi et qui est le feu sacré de la philosophie, mais que je réussisse à l'allumer comme une torche béante dans vos cœurs et que les flammes qui jailliront de ma propre lumière croisent les flammes de votre propre lumière afin que feu avec feu et feu sur feu, nous puissions ensemble nous élever vers le ciel et le firmament simplement de la philosophie. Vous savez bien que la philosophie, elle est belle, mes amis. Et en tant qu'elle est belle, elle demande une autre forme de beauté, non seulement du corps, vous êtes très beau du corps, mais elle en appelle fondamentalement à une beauté de l'esprit, une beauté synonyme de courtoisie, de politesse et d'élégance. Et je sais que vous êtes tout ça à la fois réunis. Il faudrait d'abord montrer qu'au fond, dans les différents domaines auxquels vous avez été soumis pendant toute l'année, vous savez que le dernier domaine a été élagué, celui qui concerne la réflexion épistémologique. Et donc vous avez trois domaines. Le domaine numéro 1, la réflexion philosophique. Le domaine numéro 2, la vie sociale. Et enfin, le dernier domaine, celui de l'esthétique. Comme je vous ai dit, l'épistémologie, pour les raisons de corona, l'interruption de l'année, l'épistémologie donc a été supprimée. Maintenant, nous commencerons bien sûr par la question de la vie sociale. Je préfère commencer par là. Ensuite, enchaîner avec la question de l'esthétique et retrouver finalement, pour terminer, la question de la réflexion philosophique sur laquelle, de toute manière, vous avez trois sujets. Donc, ça veut dire que les trois sujets de mercredi prochain, ils prendront en charge les trois domaines que je viens de préciser, la réflexion philosophique, la vie sociale et la réflexion au niveau de l'esthétique, c'est-à-dire simplement de l'art. Maintenant, il est vrai qu'il y a une question qui paraît marginale, qui est celle du domaine numéro 2, et qui est simplement la question de la liberté. Et cette question de la question qui pose le plus de problèmes au niveau du domaine numéro 2. Parce qu'on vous l'a déjà dit, toutes les questions que vous examinez, toutes les leçons que vous parcourez dans le domaine numéro 2 cherchent à répondre à une seule question. Et quelle est la question à laquelle répondent toutes les leçons de la vie sociale? Vous le savez, c'est la question anthropologique, c'est la question qu'est-ce que l'homme? Ça veut dire que nature et culture répond à la question qu'est-ce que l'homme? Ça veut dire que travail et langage répondent à la question qu'est-ce que l'homme? Ça veut dire que normes, individus et sociétés répondent à la même question anthropologique qu'est-ce que l'homme? Ça veut dire que conscience et inconscient répondent à la question qu'est-ce que l'homme? Et ça veut dire que la liberté comme l'État répondent à la même question qu'est-ce que l'homme? Maintenant, vous retiendrez que les réponses fournies, bien sûr, elles vont varier d'une leçon à une. La dernière leçon qui met fin à cette réflexion autour de l'homme, c'est la liberté. La liberté dont l'auteur de l'ouvrage que vous avez au programme du contrat social, Jean-Jacques Rousseau. Vous vous souvenez tous qu'il accordait cette importance capitale à la liberté, Jean-Jacques Rousseau, en considérant mais que la liberté, elle est l'essence de l'homme. Et lorsque Rousseau montrait que la liberté est l'essence de l'homme, il ajoutait ce que vous savez, c'est-à-dire que renoncer à sa liberté, renoncer à sa qualité et même simplement à sa dignité d'homme. Cependant, même si la liberté est l'essence de l'homme, vous savez très bien que c'est un concept qui par nature est rigoureusement indéfinissable. Pourquoi le mot de liberté est presque rigoureusement indéfinissable? Parce que vous le savez, il y a 1000 formes de liberté. Ça veut dire quoi? Le concept de liberté est employé dans des contextes tellement nombreux, tellement différents, tellement contradictoires qu'il est presque impossible d'assigner à ce mot de liberté une définition rigoureuse. Brillant littéraire que vous êtes, vous ne pouvez pas rater le mot très célèbre, mondialement chanté, d'un auteur qui s'appelle Paul Valéry. Et Paul Valéry, parlant de la liberté, vous vous souvenez de ce qu'il disait? Que la liberté était un de ces détestables mots. Vous entendez ce qu'il dit? Et quand il dit la liberté est un de ces détestables mots, il ajoute mot qui chante plus qu'il ne parle, mot qui véritablement dit véritablement sans dire. Et il dit la liberté, elle a plus de valeur que de sens. Et lorsque Paul Valéry disait, je répète,
La liberté est un de ces détestables mots qui chantent plus qu'ils ne parlent. Un de ces détestables mots qui ont plus de valeur que de sens. C'était une manière de montrer que chacun voudrait être libre, mais on serait bien en peine de pouvoir dire qu'est-ce que la liberté. Et cette impossibilité à assigner à la liberté une définition rigoureuse nous amènera, pour ce qui nous concerne, vous et moi, à nous contenter non pas de définition, mais de deux grandes conceptions classique de la liberté. Cette première conception classique de la liberté, celle que j'appellerai la conception métaphysique, et la deuxième conception de la liberté que j'appellerai la conception déterministe. D'abord, la conception appelée métaphysique de la liberté. Pourquoi on l'appelle une conception métaphysique? Mais parce que véritablement, on considère ici que l'homme non seulement serait dépositaire d'une liberté, mais on ajoute, il serait dépositaire d'une liberté absolue. Monsieur le proviseur, vous voulez nous rejoindre? Hein? On continue. Et donc, dans cette conception métaphysique, on dit que l'homme, non seulement il est libre, mais il serait dépositaire d'une liberté absolue. Liberté absolue qui peut être argumentée à un double niveau. D'abord, qui dit que l'homme est libre de façon absolue? Les théoriciens de ce qu'on appelle le libre arbitre. Et parmi les théoriciens de ce fameux libre arbitre, il y a au premier rang de cela quelqu'un qui vous est un peu familier et qui s'appelle René Descartes, auteur du très célèbre discours de la méthode. C'est Descartes qui disait, j'ouvre les guillemets, c'est une seule et même chose que d'être conscient, que d'être libre. Fin de citation. Et lorsque Descartes disait, c'est une seule et même chose que d'être conscient, que d'être libre, ça veut dire quoi? Que si, à la différence de l'animal, l'homme peut revendiquer une liberté absolue, il le doit à quoi? À cette faculté distinctive qu'il appelle le libre arbitre. Et ayant fini de dire que l'homme est libre de façon absolue et qu'il doit cette liberté à cette notion de libre arbitre, qu'est-ce que le libre arbitre? Réponse de Descartes, c'est un pouvoir d'autodétermination. Et lorsque Descartes dit que le libre arbitre est un pouvoir d'autodétermination, entendez par là la capacité propre à l'homme et à lui seul d'agir, mais quand il agit, il ne le fait que selon sa conscience, selon sa volonté, et agissant selon sa conscience, selon sa volonté, Descartes dit, il le fait de façon autonome, c'est-à-dire en l'absence de toute contrainte extérieure. Je répète, lorsque Descartes dit que l'homme est libre de façon absolue, à quoi doit-il cette liberté absolue? Réponse, il la doit, l'homme, cette liberté, à la faculté qui le distingue de l'animal. Et quelle est la faculté qui distingue l'homme de l'animal? C'est le libre arbitre. Qu'est-ce que le libre arbitre? Réponse de Descartes, libre arbitre signifie pouvoir propre à l'homme d'autodétermination. Ce qui signifie que dans la perspective de Descartes, le libre arbitre désigne, j'ai dit, la capacité exclusivement humaine à agir, mais quand il agit, je dis, il le fait selon sa seule volonté, selon sa seule conscience, et surtout en l'absence de toute contrainte extérieure. Cette idée que l'homme est libre de façon absolue, non seulement chez les théoriciens du libre arbitre tels que Descartes, mais également cette idée, elle est présente dans l'existentialisme et en particulier dans l'existentialisme athée d'un Jean-Paul Sartre. Pourquoi je précise existentialisme athée? Parce qu'à côté de l'existentialisme athée, il y a une autre forme d'existentialisme qui n'est pas athée et qu'on appelle un existentialisme religieux. Bon, sauf que j'ai des petits problèmes avec le micro. Déjà, chez Jean-Paul Sartre, il parle non seulement de liberté absolue, mais Sartre considère que l'homme serait dépositaire de quoi? D'une hyper-liberté. H-Y-P-E-R, trait d'union, liberté. Et quand Sartre dit que l'homme est non seulement absolument libre, mais il y a même chez lui une hyper-liberté, ça veut dire quoi? Comme son nom l'indique, c'est une liberté excessive, illimitée, sans borne, pleine et entière. Mais cette fois-ci, à quoi Descartes lui-même doit-il, à quoi l'homme lui-même doit-il cette liberté excessive? Réponse de Jean-Paul Sartre, monsieur, ngir yàlla waay sama sëriñ